Bienvenue dans ma 8e capsule de temps. On est le 13 août 2025 et aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs choses qui sont arrivées du coup le dernier mois. J'ai fait une vidéo il y a un mois et demi à peu près. La première chose, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé, moi et quelques potes, au rachat d'entreprises. Donc en vrai, il y a une opportunité en France euh, qui est le départ à la retraite de beaucoup de nos parents. Et comme il y a un déséquilibre démographique, eh bien tout simplement, il y a des gens qui vont pas pouvoir vendre leur entreprise correctement. Et donc, il y a certes, même si à l'instant T, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, en fait, par rapport au marché d'avant, c'est plus avantageux quand même pour les acheteurs. Parce qu'il y a quelques personnes qui ont des boîtes qui ne sont pas suffisamment grosses pour intéresser les fonds d'investissement, qui vont partir à la retraite et qui ne vont pas forcément avoir un repreneur. Ou bien qui veulent vraiment tisser une relation de confiance avec leur repreneur. Et pour financer le rachat d'une boîte, déjà, il y a quelques petites conditions. Il faut toujours avoir des opérateurs à l'intérieur, un manager à l'intérieur pour pas s'acheter un job, mais quand ça dépasse 5 ou 10 ou 20 employés, on prend moins ce risque-là. Et il faut pouvoir se dégager au minimum, on va dire, 100 000 euros de bénéfices, donc de presque salaire, pour, euh, pour justifier un investissement. Et pour acheter une société, il y a plusieurs mécanismes qui sont hyper intéressants. Le premier, c'est celui du crédit vendeur. En fait, on demande à son vendeur d'accepter en fait d'être payé au fur et à mesure des prochaines années. Donc par exemple, il peut y avoir 40% de crédit vendeur, c'est-à-dire qu'on paye 60% immédiatement et 40% on va payer c'est souvent des prêts sur 7 ans. Ce montant, ce pourcentage du montant, il va pas forcément être de 40%, il se négocie, il peut être de 20, il peut être de 30. Il va au grand maximum, c'est vraiment dans les meilleurs cas jusqu'à 70%. L'apport supplémentaire, donc le reste à payer, il faut aller le chercher auprès bon, ça peut être des investisseurs, mais ça peut être auprès d'une banque. Et en fait, dans ce qu'on a besoin d'emprunter, il y a différentes choses. On peut, par exemple, utiliser le prêt transmission de la BPI, qui permet de financer 40% du montant. Et par contre, on a encore 60% de ce montant, donc à aller chercher auprès d'une banque. Ce qui est génial quand on va chercher de l'argent chez une banque pour la reprise d'entreprise, c'est que la BPI encore va venir garantir le prêt bancaire à hauteur de 60 à 70%. Donc il va finalement rester uniquement 30 à 40% du montant du prêt bancaire. Vraiment, quand on va chercher chez la banque privée, donc c'est Crédit Agricole, BPI, euh, Crédit Agricole, enfin, excusez-moi, Crédit Agricole, il y a la BNP, il y a la Caisse d'Épargne, il y en a plein. Euh, En fait, il n'y a que 30% du coup des 60% des X% hors le crédit vendeur qui sont à garantir. Et donc cette garantie, elle se fait par la bonne santé de l'entreprise actuelle, mais aussi ça peut être avec tout simplement euh, de la liquidité dès le départ. En fait, les banques souvent demandent 20% du montant emprunté et demandent du coup au repreneur de se porter caution et donc d'apporter cet argent à 20%. Donc si je récapitule, imaginons sur un projet qui serait évidemment assez rare mais qui est réaliste, avec 70% de crédit vendeur, avec 30% du coup qu'il faut aller chercher de la banque, mais sur ces 30%, on a 40% qui viennent du coup de la BPI. Il nous reste donc 60% de 30%. Donc là, on est à 18%. Et sur ces 18%, on a 70% qui vont être back par BPI. Donc ça nous fait 18 fois 0,3 en fait, qui reste à backer. Et donc là, on est 18 fois 0,3, on est à quelque chose comme 5%. Et sur ces 5%, on doit... Alors non, même pas du coup. C'est ça, c'est que la banque, en gros, elle back à 70% par le BPI, et en gros, elle back à 20% par le repreneur. Donc c'est 20% sur les 18. Donc là, on est à 3,6%. Donc en fait, on peut acheter une société pour 3,6% de sa valorisation. Et donc ça, c'est une dinguerie. Pour acheter une boîte à 1 million, il faut seulement 36 000 euros.
Et encore, ça, c'est en n'ayant pas trop poussé. J'ai discuté avec des banques qui m'ont demandé 20% d'apport, mais j'ai l'impression qu'il y a des conditions encore plus favorables où on peut faire ce qu'on appelle du nantissement d'actions, donc c'est-à-dire mettre en garantie les actions de la société. Et si la société possède des liquidités, des choses qui se vendent facilement, donc des voitures, de l'immobilier, des stocks, ben en fait, la banque va dire, des stocks qui sont liquidables, hein, mais la banque va dire, ok, pas de souci. Nous, on considère que vous avez la garantie. Dans tous les cas, vous avez 50 000 € dans la boîte que vous pouvez récupérer très facilement. Donc, on est ok sur le fait que bah, ce soit votre apport, ce soit du nantissement d'action. Donc, le nantissement, c'est le fait de mettre sous garantie en garantie une action. Bon, là, je vous parle de reprise, mais en fait, ça demande quand même finalement de sortir de l'argent, dans le cas où tu n'arrives pas à convaincre la banque d'aller sur du nantissement. Sachant que également les banques acceptent moins bien, évidemment, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ou en tout cas pas du tout d'expérience dans le domaine où ils sont en train d'aller. Donc, pour avoir appelé une banque, on m'a dit, il faut, si vous voulez acheter une conciergerie, que vous ayez de l'expérience dans une conciergerie. Si vous voulez aller dans l'industrie, vous ayez une expérience dans l'industrie. Donc, il faut savoir se vendre. Dans la mesure où il faut apporter de l'argent, moi aujourd'hui, je préfère apporter de l'argent sur un autre business. J'ai une conciergerie qui commence à fonctionner, que je pense pouvoir largement faire péter cette année. Je suis associé avec quelqu'un d'ailleurs, avec plusieurs personnes en réalité sur cette conciergerie. Et en fait, j'ai plus intérêt aujourd'hui quand je fais mes calculs à mettre de l'argent dans ma société pour aller chercher des nouveaux clients que par exemple aller acheter la clientèle d'une société qui veut sortir, qui veut vendre sa clientèle. Pour vous donner un exemple très concret, il y a une société qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires qui se trouve à Antibes et une autre société qui fait 120 000 € de chiffre d'affaires qui se trouve dans une station de ski et qui fait donc de la conciergerie de courte durée. Les deux sociétés se vendent à peu près 80 000 €, 70 et 80 000 € respectivement. En fait, acheter une société 80 000 € pour 100 000 € de chiffre d'affaires, ça veut dire en fait acheter, elle a seulement 15 clients, la société qui fait 100 000 €. Ça veut dire acheter 15 clients pour 80 000 €. Donc là, j'ai même pas le calcul exactement en tête, mais c'est à peu près 5 000 € de clients. Alors que moi, je sais que je vais acquérir un client pour, certainement d'ailleurs qui va rapporter plus, pour 500 à 1000 €. Donc, même si j'ai toute la clientèle directement, et que ça me permet potentiellement de partir d'une base, là pour l'instant, je préfère commencer de presque zéro. Donc, le rachat d'entreprise, c'est pas dans tous les cas la chose évidente à faire. Malgré tout, quand on n'a pas un autre business et qu'on ne sait pas forcément démarrer de zéro, c'est une formidable option parce que c'est une société qui marche depuis 10 ans et il n'y a aucune raison qu'elle ne continue pas à fonctionner. Sauf si, évidemment, il y a de la géopolitique ou même juste de la politique à l'intérieur d'un pays ou des tendances de comportement d'usage qui changent. Mais à ce moment-là, il y a aussi des opportunités. Donc là, c'est pour la conciergerie. À propos du développement de la conciergerie, aujourd'hui, on fait de gros efforts sur le SEO. On a recréé le site qui n'était alors jusqu'à maintenant qu'une landing page. Donc là, on est en train de créer des fiches pour la conciergerie, des pages pour la conciergerie pour chacune des villes qu'on est en train de viser. Nous, on vise PACA. Donc, on a créé 2000 pages qui correspondent à chaque localité dans PACA. Pour que chaque personne, quand elle tape, par exemple, conciergerie Airbnb Caumont-sur-Durance, qui est une ville que vous ne connaissez probablement pas, eh bien, en fait, la personne tombe sur notre page. Il y a d'autres conciergeries qui font ça, mais on a assez peu à le faire parce qu'il y a beaucoup de conciergeries qui sont locales, qui n'ont pas les ressources pour créer 2000 pages. On fait aussi beaucoup de blogs, donc on devrait remonter progressivement en SEO sur les prochains mois. On va également avoir une stratégie de backlink qu'on n'a pas encore développée, mais qui est en réflexion. On a également posté des annonces pour faire du recrutement sur différentes zones. Pour l'instant, on est implanté dans le Haut-Var et dans le Vaucluse. Et on a trouvé des personnes qui sont prêtes à travailler avec nous à Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Toulon Est-Ouest et un couple sur Nice. Le but, c'est de leur apporter un maximum de clients cette année pour que deviennent hyper autonomes financièrement. Et on a trouvé une ressource qui est extraordinaire, qui est un site qui référence en fait les annonces avec les coordonnées de leurs propriétaires. On peut filtrer par le nombre de voyageurs. Et donc sur le site Amivac, on a trouvé pas moins de 47 000 propriétaires
2 maisons, qui peuvent accueillir plus de 6 personnes. Et nous, c'est à peu près notre cible, c'est des maisons qui coûtent minimum 300 € la l'unité. Donc là, l'idée, ça va être, et vous saurez les résultats dans la prochaine vidéo, de contacter ces personnes une par une, puis de voir quel est le taux de conversion. Peut-être qu'il nous faut contacter 30 propriétaires avant de signer un contrat, peut-être qu'il en faut 50, peut-être qu'il en faut 100. Ce qui est sûr, c'est qu'on devrait arriver à convaincre certains propriétaires avec cette méthode. Et en fonction des coûts en temps, l'idée serait d'embaucher un responsable de développement commercial, et qui va s'occuper de ça à notre place. En ce qui concerne Five Club, je me suis entretenu, j'allais dire, avec mon associé il y a seulement 3 jours, pour lui annoncer que je voulais plus qu'on travaille ensemble, tout simplement parce que on a des avis un peu trop différents certaines fois, et qu'on est tous les deux très leaders. Et qu'en fait, je me vois pas monter une société parce qu'on risque d'avoir trop de friction sur le futur, et que je pense qu'il veut qu'il y ait un seul capitaine. Donc, je lui ai proposé que lui ou moi sorte de la société. Jusqu'alors, c'est lui qui veut du coup rester à l'intérieur de la société. Du coup, on va faire je lui ai proposé une offre de rachat, il va me faire certainement une contre-proposition. Et il y a une autre solution qui serait de créer 2 marques, en fait, 2 images de marque à l'intérieur de la société. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire, mais alors dans tous les cas, a priori, je vais sortir de The Five Club, et je monterai du coup une marque un peu plus tard. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, que cette marque vous intéresse, déjà je vous invite à aller voir ce à quoi ça correspond, thefiveclub.co. Je cherche un créatif, quelqu'un qui soit en mesure de créer du beau contenu, du contenu lifestyle, sur les réseaux sociaux, et ceci en masse. Parce que dans un business comme ça qui est du B2C, ce qu'il faut, c'est créer une traction de manière organique avec du contenu. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et j'en parlais avec un investisseur qui nous disait qu'on était un média, et je suis totalement d'accord avec lui. Qu'en fait, une grosse partie en fait de ce Five Club, c'est construire une ligne éditoriale. Voilà pour The Five Club. Et dernière chose dont je voulais parler, pardon, qui est beaucoup plus anecdotique, c'est qu'à un moment donné, on a construit, mes associés ont construit une application mobile qui s'appelait Picnic, et qui est un tout petit peu dans le délire de The Five Club, dans le sens où on voulait réunir du coup de parfaits inconnus euh, dans des parcs, pour aller pique-niquer le dimanche midi. Alors en fait, l'application était disponible depuis fin juillet, mais c'était déjà trop tard à mon sens. En fait, on aurait déjà dû commencer à faire de la promotion en mai, pour que ça puisse prendre tout l'été, parce que c'est vraiment un truc quand même relativement saisonnier, en tout cas en France. Peut-être moins évidemment à Lisbonne, là où on aimerait bien le monter plus tard. Et, du coup, pour l'instant, c'est complètement en pause, et on reprendra ça beaucoup plus tard. Voilà, donc en conclusion, beaucoup d'espoir dans la conciergerie. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, enfin, c'est pas toujours comme ça du tout, hein. Mais aujourd'hui, je viens de signer un contrat avec un nouveau propriétaire qui nous a trouvé via Google Maps. Donc, il faut qu'on améliore énormément notre reach sur Google Maps, sur Google, euh, avec du SEO, avec du SEA. Et je pense que cette année, vraiment, on va pouvoir aller chercher. Cette année, j'ai signé quelque chose comme 7 contrats. Et je pense que cette année, on peut aller en chercher au moins 30 facilement. Et je pense qu'on va viser et qu'on peut atteindre les plus de 100 contrats. Donc si c'est le cas, je devrais avoir une autonomie financière à partir de la fin de cette année. Et ça me permettra ce qui est génial aussi, c'est que la conciergerie est un business qui s'automatise assez facilement. Et ensuite, aller sur de nouvelles aventures. Voilà, c'est tout pour cette 8e capsule. J'ai essayé de regarder tout à l'heure un petit peu combien on en était. Et franchement, trop hâte de regarder ça depuis l'année prochaine. Bye bye.